Bonjour à tous. Je suis Alexandre Royer, directeur associé de la société dans le champ silence. On va pouvoir entendre le témoignage de Olivier Tissot qui a géré un projet de organisation. Donc si vous-même vous avez des projets, donc vous, je suppose que des projets de mise en place de solutions e-learning. Donc vous avez des projets beaucoup? Bon, je suppose que oui, je vois pas beaucoup de mains qui se lèvent. Olivier Tissot ici a pu gérer un projet à partir de toute la mise en place de la réflexion au niveau de l'outil, accompagné par la société LC2I, donc Thibaut Plaisant fera un témoignage aussi, et ensuite a fait confiance à la société Logipro et avec les logiciels Trilearning, ce qu'on verra durant la présentation. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Olivier pour qu'il aborde un petit peu la genèse du projet. Bon, bonjour à tous, donc, je m'appelle Olivier Tissot, je suis responsable média formation au sein de l'INPI. Donc je vais vous présenter un petit peu notre projet. Donc c'est tout d'abord quelques éléments sur l'INPI, tout le monde sait peut-être pas ce que c'est. Donc c'est l'organisme en France où on propose des marques, des brevets, des modèles. Donc ça représente les éléments que je vais afficher, je ne vais pas tout vous lire, 87 000 marques, 16 000 brevets par an, 63 dessins modèles, etc. Et à côté de ça, l'INPI a aussi une branche qui est un organisme de formation qui est certifié ISO 9001 et ISO 29990 pour délivrer des formations à la propriété industrielle ou à la propriété intellectuelle. Il y en a qui sont un peu hybrides sur les deux. Donc sur les aspects procédures, sur les aspects stratégiques, etc. Faire du coaching d'entreprise. Donc l'INPI a différentes missions. Donc recevoir, examiner, délivrer des titres de propriété industrielle, accompagner ses clients, les entreprises, les conseils en propriété industrielle, etc. Et il a aussi une mission de sensibilisation et de formation, aussi bien à direction de la formation initiale, donc les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les universités, les collèges, etc. Mais également une formation professionnelle continue, donc les entreprises, les conseils en propriété industrielle, les chercheurs, beaucoup de chercheurs également. Et d'autres missions qui sont d'adapter le droit français de la propriété industrielle en fonction des évolutions des différents éléments et aussi lutter contre la contrefaçon. Donc, notre projet, en fait, il est lié au contrat d'objectifs et des performances de l'établissement. Chaque établissement public a un contrat d'objectifs et de performance pluriannuel et pluriannuel, pardon. Et dans ce cadre-là, en fait, il y avait un élément qui était de devenir l'organisme de référence en termes de formation à la propriété industrielle au niveau international. Et ça s'est décliné dans différentes actions, dont une de moderniser notre offre de formation. Donc c'est-à-dire migrer nos formations vers du digital learning, offrir des outils à nos clients, à nos apprenants, à nos formateurs, pour permettre de migrer ces formations et d'avoir des outils supplémentaires tels qu'un espace apprenant, un espace formateur, etc., etc. Et la possibilité de créer des modules e-learning. Donc, à côté de ça, pour pouvoir utiliser ces ressources, on mutualise ensuite entre les formateurs, après avoir eu bien sûr l'obtention des droits d'auteur, parce que si attention à cette partie-là, on s'est quand même un petit peu montré du droit. Donc pour valider ces ressources et les mutualiser, on a mis aussi en place un workflow de validation de ressources pédagogiques où le formateur dépose ses ressources une fois qu'elles sont réalisées et puis elles rentrent dans un workflow jusqu'à la validation finale, puis la mutualisation. Une autre particularité dans nos formations, c'est que nos formateurs ne sont pas des formateurs dits professionnels, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire de la formation à la pays toute la journée. Ce sont plutôt des spécialistes en propriété industrielle sur des points techniques très particuliers qu'on va extraire de leur environnement professionnel pendant une journée, 2 journées, quelques fois dans l'année, par exemple les directeurs de propriété industrielle de chez Total ou des personnes comme ça, qui vont venir assurer les formations chez nous. Et donc, ce sont des personnes qui, sur 200 formateurs, sont à peu près à 60% externes et qui doivent
utiliser des outils sans avoir besoin d'une semaine de montée en compétences sur la conception d'une ressource e-learning. Donc c'était aussi une contrainte pour nous d'avoir des outils faciles à utiliser. Ensuite, accompagner la certification et aussi avoir une attente RSE sur notre projet comme l'ensemble des établissements publics. Donc les publics visés, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les clients, les apprenants, les formateurs et tous les gestionnaires de la formation au sein de l'INPI. Donc pour réaliser ce projet, en fait, dans une première phase, on a choisi de se faire accompagner par une assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société MC2C qui est ici à ma droite, de manière à avoir un cahier des charges clair, précis, de manière à être sûr de ne rien oublier lorsqu'on publierait cet appel d'offres. Donc ça a débouché sur la sélection de la société Logic Pro avec sa solution Tri-Learning qui semblait la plus adaptée à notre besoin et qui est la plus adaptée à notre besoin. Je vais laisser la parole à Thibaut. Merci beaucoup, Olivier. Bonjour, Thibaut Clément, consultant MC2I Group. Je vais sacrifier à la tradition des salons et vous présenter ma société mais en quelques mots. Donc MC2I Group, pour faire très rapide, nous sommes une société de conseil en système d'information, en maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, on a un peu plus de 25 ans d'expérience, on a dépassé la barre des 500 consultants, nous sommes fiers d'être indépendants financièrement et commercialement pour tout éditeur ou organisation. C'est la première fois qu'on participe à ce genre de salon avec un éditeur, donc merci encore Alexandre. En intervenant pour Olivier, nous avons la première étape que nous avons dû faire pour définir le périmètre, c'était d'être capable d'avoir une vision d'ensemble et assez détaillée de l'ensemble des impacts de la mise en place de blended learning à l'INPI. Pour ce faire, ce qu'on a commencé par faire, c'était regarder vraiment les impacts au niveau de l'offre de formation. Face au blended learning, il y a deux choses à prendre en compte. C'est que d'une part, vous allez moderniser fortement la formation, passer d'un présentiel à un dispositif digital présentiel. Et d'autre part, vous en profitez souvent pour digitaliser votre relation client. Maintenant, le client pourra s'inscrire directement via un portail en ligne. Ça, vous allez transformer votre offre. Derrière, vous allez devoir aligner vos ressources. Donc les ressources, c'est la structure de votre organisation. Les impacts sont assez faibles. Après, le gros du travail, c'est les processus. Vous allez changer votre façon de travailler, que ce soit pour concevoir votre offre de formation, tout simplement gérer votre processus d'inscription ou encore faire animer vraiment en présentiel ou en distanciel à vos formations, il y a des modifications qu'il faut prendre en compte. Il va falloir faire les logiciels, revoir vraiment votre façon de travailler. Et c'est une fois que ce travail est fait, que là, la prestation vraiment par ce système d'information va commencer, qu'on va vraiment pouvoir définir les fonctionnalités. Ça a été la démarche qu'on a mise en place pour la partie des charges, pour la partie de définition du périmètre. Et puis après, il y avait d'autres impacts. Les impacts, c'est l'évolution des ressources. Quand je parle de ressources, là, je parle de ressources humaines, c'est-à-dire du collaborateur qui travaille au niveau de la formation, que ce soit l'assistant de formation, que ce soit en formateur, que ce soit professionnel ou à temps partiel, son métier évolue, sa façon de travailler avec l'ensemble des collaborateurs évolue. C'est des impacts à prendre en compte. Et là, on arrive dans la partie évolution des compétences et de la culture. Et là, c'est la conduite du changement. Vous êtes capable d'évaluer l'ensemble des impacts de votre projet pour être capable après de délivrer les bons messages et d'autre part de délivrer la bonne formation. Parce qu'une formation de learning, c'est pas seulement une formation d'outils, il y a aussi d'autres choses à voir et à prendre en compte. Maintenant, pour conclure cette première partie sur la partie définition du périmètre, on a mis en place, surtout identifié avec Olivier durant cette partie, 3 bonnes pratiques. La première, c'est dans un projet blended learning, ça va permettre de se concentrer uniquement sur le SI. Le SI, c'est juste un outil. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de définir d'une part votre offre, mais surtout les processus. C'est vraiment de définir l'offre de formation et l'ensemble de la organisation. Le deuxième point, c'est que on voit beaucoup dans ce genre de projets qui sont très novateurs, c'est qu'on passe énormément de temps à réfléchir sur ce qu'il faut faire. Et la partie vraiment étude va durer extrêmement longtemps. En vrai, la partie étude va être assez rapide et ça va être de l'amélioration continue, on met en place, on voit... Un peu d'expérimentation aussi, non en avance le projet. Voilà, c'était la façon dont Olivier a fait le projet.
télécharger, et c'était une façon qui a permis de gagner beaucoup de temps. Donc, on va très vite, on se concentre sur des ateliers. Les ateliers, il y a besoin que de quelques ateliers, on a fait 8 sur la partie études et cahiers des charges, c'est assez peu. Donc, il y a une méthodologie à mettre en œuvre et ça va très très vite. Voilà. Sur la partie vraiment cahier des charges. Le cahier des charges, c'est la partie importante, parce que c'est là où on va se occuper le choix de l'éditeur, en l'occurrence c'est un nom, et après l'ensemble des spécifications qui sont faites. Là, vous voyez, c'est une version très synthétique de ce qu'on a fait comme cahier des charges, c'est vraiment le schéma final, avec un peu l'ensemble des fonctionnalités. Donc, dedans, vous retrouvez un peu toutes les fonctionnalités que vous trouvez dans la suite Freelearning, Figure-Mion à l'époque des instances, sur la partie un espace dédié au formateur, un espace dédié au client, l'espace apprenant, qui accède à ses cours, qui s'est échangé avec ses formateurs et ses apprenants. Et après, l'ensemble des outils de création de contenu et la partie vraiment back-office, gestion de la formation en tant qu'organisme de formation. Ce qui a été important, c'est vraiment, je reviens dessus, c'est vraiment dans la création d'un cahier des charges, 80% du travail, c'est la définition des processus, c'est la définition du besoin avec les métiers, avec les interlocuteurs. Une fois que vous avez fait ça, vous avez également votre cahier des charges et vous avez juste à changer votre DSI sur les problématiques de sécurité, d'accessibilité, d'interfaçage avec les autres sites web de votre société et vous avez votre cahier des charges qui est fait. Et enfin, 3 bonnes pratiques. La première, c'était encore une fois de se connecter sur le besoin métier. Ça a été de penser à la gouvernance SI aux autres activités de l'équipe, parce que c'est pareil, mettez en œuvre un portail de formation. Ce portail de formation, c'est un asset digital parmi toute une galaxie d'autres assets digitaux. Surtout quand il s'agit d'un portail de formation dédié à des clients extérieurs. C'est dialoguer avec la direction de la communication, avec la DSI, soit identifier un petit peu comment on simplifie tout ça pour l'utilisateur final. Et l'autre aspect, c'était aussi d'étudier les aspects d'interfaçage interne, c'est-à-dire l'IPI délivre une offre de formation à l'extérieur. C'est une offre qu'on met en place sur le logiciel qui doit être utilisé pour d'autres besoins, notamment les offres de formation. Madame, Monsieur, la conférence animée par NeoJob sur le recrutement de Calais va commencer en salle de conférence numéro 3. Merci. Très bien, donc on en est là. Un projet est lancé, l'accompagnateur est choisi. Un appel d'offres est fait et une société retenue. Donc, comment ça se présente maintenant de notre point de vue? Nous, le projet IPI, Learning IPI consiste à mettre en place un outil de créateur de contenu, donc un outil auteur, LCMS, une plateforme de gestion des sessions, LMS, et un outil de gestion administrative, plus d'autres outils qu'on va survoler. Donc, qu'est-ce que ça représente? L'ensemble de ce projet, pour nous, c'est 345 micro-activités. Donc en gros 345 cafés, 2000 heures de développement sur un an, donc 2000 cafés, et 13 personnes qui sont impliquées au niveau de la société, que ce soit des développeurs, des graphistes, des intégrateurs, des chercheurs. Donc là, c'était une séance chez le psy, pour le coordinateur. Alors, comment on a répondu à cette demande? Nous proposons une suite Tri-Learning. Tri-Learning, c'est un outil auteur, Créa-Learning, un outil LMS, donc Agora Learning, et une solution de gestion administrative. Donc l'ensemble du projet étant client est défini, vu en amont entre MC2I et l'IPI, nous on a proposé ces 3 logiciels en les adaptant chacun d'eux aux besoins spécifiques. Parce que l'IPI a un besoin unique, comme beaucoup de projets. Son mode de fonctionnement est unique. Donc il faut personnaliser. Donc, on va voir maintenant une version fonctionnelle du projet pour que vous compreniez bien les différentes problématiques sous un autre angle, sous l'angle de l'éditeur logiciel avec qui vous travaillerez peut-être sur vos futurs projets. Premièrement, on a des outils de création de contenu. Nous, on propose Créa-Learning. Et ces outils, il faut qu'on puisse suivre ces formations présentielles et learning. Donc, dans ce cas-là, on a le logiciel Agora Learning et on va avoir une bibliothèque de ressources ici qui va pouvoir gérer toutes ces créations.
Tout ça, c'est relié. Et on verra plus tard qu'il y a une demande supplémentaire qui a été faite. La session, le LMS, bien entendu, comme la plupart des LMS ont un espace apprenant. Là, c'est là où tous les stagiaires, les apprenants, vont aller, ils vont suivre les formations présentielles au niveau du e-learning. Ensuite, on a l'espace client. Donc ça, c'est une particularité, on a repéré d'après notre expérience, des gros projets. C'est qu'en plus d'un espace apprenant, il faut prévoir un espace pour les clients qui vont, par exemple, proposer des candidatures pour leurs propres employés, donc les directeurs des ressources humaines, qui auront un environnement propre. Donc un espace client qui va être relié à un système administratif. Donc là, c'est la troisième brique de notre solution e-learning, qui va gérer toute la partie administrative, toute la partie des documents. Tout ça, bien entendu, c'est relié avec la partie LMS pour pouvoir gérer les données de manière naturelle. Et difficulté supplémentaire, on a un éditeur tierce qui va produire le site internet pi.fr. Il faut se synchroniser avec ce projet. Donc, inclure tout ce qui va être espace client, espace apprenant dans la charte graphique avec les technicités du site pi.fr. Et enfin, donc il a fallu synchroniser avec en tenant compte de problèmes d'authentification, aussi bien avec nos logiciels que d'autres logiciels. On a eu aussi une partie de synchronisation avec notre logiciel, qui arrive fréquemment dans les gros projets aussi, donc qui s'appelle Formaera. Et enfin, suite à la mise en place de tout cet espace logiciel, il est apparu un besoin nouveau qui permettait d'améliorer tout ce processus, qui était un nouveau logiciel qu'on appelle WinPi, qui va permettre de gérer les ressources pédagogiques, puisque tout à l'heure Olivier le disait, près de 200 formateurs vont intervenir, créer du contenu. Dans ce cas-là, il faut le gérer pour pouvoir valider par exemple. Alors, je vais laisser la parole à Olivier, qui va nous parler de lui, au niveau de sa vision, quelle complexité il a rencontrée. Merci Alexandre. Donc, pour aller assez rapidement, une des premières complexités, ça paraît peut-être tout bête pour certaines entreprises, mais pour les NPI, c'était un problème, c'était l'utilisation d'une plateforme en mode SaaS. Il y a une expérience à l'INPI où beaucoup d'applications sont hébergées chez nous dans notre centre serveur avec les soucis, les contraintes de sécurité liées à la protection des titres de propriété industrielle, parce qu'il y a un patrimoine immatériel des entreprises là-dedans qui est très très important. Et du coup, tout ce qui est hébergé à l'extérieur et qui communique avec l'INPI est un point sensible. Donc c'était nouveau, il y a eu des audits de sécurité qui ont dû être faits pour s'assurer qu'on était garant de l'intégrité de tout notre système d'information et que ça s'intégrait bien dans notre schéma directeur des systèmes d'information. Ensuite, l'autre problème qu'on a eu, en fait, c'est un problème d'interfaçage multiple. Vous voyez sur le schéma d'Alexandre tout à l'heure qu'il y avait notamment une interface avec un autre logiciel externe qui s'appelle Formaera, qui est la solution qu'on a choisie pour nos évaluations de satisfaction en ligne des formations. Donc tout se fait automatiquement lorsqu'on déclenche des sessions de formation. Il y a automatiquement des échanges qui sont faits avec cette plateforme de manière à ce que, à terme, à J+1 pour les formations, les apprenants, les formateurs reçoivent des évaluations de satisfaction en ligne, et puis après d'autres évaluations à froid, l'évaluation du manager, etc. On va assez loin à cause de la norme ISO 29990 notamment. Après, une autre interface complexe et qui nous a pris beaucoup de temps, c'est l'interfaçage avec notre site pi.fr. Parce que l'expérience que voulait proposer l'INPI, c'est une expérience utilisateur unique, c'est-à-dire que quelle que soit l'application dans laquelle on se trouve au sein de notre portail, on a l'impression d'être toujours dans le site pi.fr, qu'on soit dans la plateforme, dans le LMS, ou qu'on soit sur le site pi ou dans une autre application. En fait, on a une même intégrité et une même charte graphique, et de ce fait-là, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont dû être interfacées. Notre catalogue est présenté sur le site pi.fr, il est actualisé en temps réel, il permet de faire des inscriptions en ligne, etc. Ensuite, une autre interface, c'est notre référentiel client, de manière à ce que l'ensemble de l'INPI parle des mêmes clients et qu'on n'ait pas X fois
un même client qui soit identifié différemment. Un autre problème, c'est un problème sur les calages des projets. Comme on fonctionne, comme je disais tout à l'heure, sur un contrat d'objectif et de performance, ça veut dire que plein de projets sont lancés en même temps et on veut se synchroniser avec certains. Sur les aspects chartes graphiques, etc., on a eu beaucoup de difficultés parce qu'il y a eu plusieurs versions et nous, on était en flux tendu pour nos développements. Le site simpi.fr faisait des développements importants aussi. Ça a été aussi des gros problèmes. Enfin, le point complexe qui suit, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de se faire accompagner par MC2I, c'est la conduite du changement liée à l'évolution des différents métiers. Les formateurs vont passer de formateurs uniquement présentiels à des formateurs digital learning avec de nouveaux outils, un autre mode de réflexion dans la conception des formations. La gestion administrative de nos formations, elle aussi, a été très impactée. On est basculé sur un nouvel outil qui englobe des préinscriptions en ligne jusqu'à la facturation. Il y avait beaucoup de choses. Et après, il y a aussi une utilisation transversale de la plateforme. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que la plateforme est dédiée à nos clients externes, mais aussi à nos clients internes. Donc il doit y avoir un cloisonnement fort, de manière à ce que tout le monde ne voit pas les activités de notre service d'ingénierie de formation, mais tous les services de l'équipe peuvent créer des parcours de formation privés. Par exemple, si je veux devenir examinateur brevet dans la direction des brevets, il peut y avoir un parcours qui est conçu et réutilisable à souhait, mais qui n'est pas partagé avec les autres directions. Voilà, je vais laisser la parole à Thibaut pour l'accompagner. Sur la partie conduite du changement, c'est pour reprendre le temps, 4 étapes. Là, je vais me concentrer sur la formation. La principale difficulté qu'on a eue en fait en devant concevoir ce programme de formation, c'était justement d'essayer de reprendre l'ensemble des besoins qu'on avait accompagnés. Il y avait un ensemble de populations qui étaient assez disparates. Encore une fois, vous avez privilégié une formation uniquement en outil. On a bâti un catalogue de formation en fonction des besoins de chacun, mais aussi en fonction de la disponibilité de chacun. L'un des points à savoir, que Olivier avait énoncé tout à l'heure, c'était que les principaux utilisateurs, les utilisateurs clés, ça va surtout être les formateurs, ce sont des formateurs qui sont externes, ce sont même les collaborateurs de l'UNI. Donc nous avons mis en place un processus, je pense que c'était assez intéressant, c'était d'une part de faire une formation pour les formateurs, une formation des formateurs, les formateurs qui sont après capables de redélivrer tout le savoir et les compétences nécessaires pour les personnes derrière, et d'autre part de mettre en place différents modules de e-learning, et comme ça peuvent venir compléter une formation présentielle, voire remplacer complètement une formation présentielle pour les apprenants relativement autodidactes. Sur ce, je vais passer la parole à Alexandre. Oui, alors donc, au niveau de ressenti du projet de Logic Pro, donc les difficultés qu'on a trouvées, je vous propose de venir nous voir sur notre stand qui est juste à côté pour en discuter, pour comparer par rapport à vos éventuels projets. Là, je vais laisser la parole à Olivier pour qu'il puisse faire expliquer rapidement un bilan de ce qu'il retire du projet. Et ensuite, on répondra à vos questions que j'espère vous aurez nombreuses parce que Olivier a pu voir un projet de l'amont jusqu'à sa réalisation complète. Donc il a une connaissance certaine sur ce type de projet. Merci Alexandre. Donc concernant le bilan, pour aller vite parce qu'on est un petit peu pressé par le temps, en fait ce que ça a amené de nouveaux services aux clients, de nouveaux services aux formateurs, de nouveaux services aux apprenants, donc ça contribue à la modernisation de notre offre de formation. Donc un espace apprenant, ça veut dire aussi que tous les échanges, la préparation en amont d'une session présentielle peut être faite par des échanges, des dépôts de documents pour se préparer. Il peut y avoir des échanges via chat, forum, etc. entre les formateurs. Plein de choses de ce type-là, ça permet aussi de mettre un fil conducteur avec des travaux collaboratifs
pour des personnes qui se voient une fois par mois pendant quelques jours, mais qui sont inscrites à une formation certifiante sur 9 mois. Donc on peut imaginer un projet avec des entreprises concurrentes dans lesquelles chacune arrive des histoires, des événements, et puis chacun travaille, et puis quand ils viennent en présentiel, ils confrontent leurs expériences, etc. À côté de ça, c'est aussi un gain de temps indéniable sur les processus d'inscription des formations, sur la dissémination des formations, parce qu'on peut se former maintenant un peu partout en France, parce que l'outil est réparti sur l'ensemble des régions de France, et donc quelquefois il y a des formations qu'on doit disséminer à 800 personnes, donc il fallait déplacer des formateurs ou faire déplacer des collaborateurs un peu partout. Et maintenant, on peut les toucher tous en même temps. Et ça, c'est quand même un gros point. Enfin, il y a la dématérialisation des activités, dématérialisation des activités d'évaluation de satisfaction, dématérialisation des exercices qu'on peut proposer, dématérialisation de notre catalogue de formation. Je vais donner un petit peu dans les ordres, mais c'est quand même une grosse évolution parce que ça va permettre de mettre en place aussi des workflows d'inscription aux formations au lieu de gérer uniquement des flux papier. Enfin, ça contribue au respect de la norme ISO 29990 et 9001 qui demande beaucoup de traçabilité, la mise en place de suivi pédagogique avant et après la formation pour voir si on respecte bien ce que l'on fait, l'identification des formations critiques, l'identification des formateurs critiques, comment les remplacer au TP si jamais ils ne sont pas là, etc. Ça peut aller très très loin. Voilà. C'est un bilan rapide, je vous conçois, on aurait pu aller un petit peu plus loin, mais le temps nous est compris. Oui, donc, merci. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous dans la salle? Est-ce qu'on a des questions? Donc, un projet de grande envergure, donc on l'a vu. Est-ce que les interfaces sont les plus difficiles à mettre en place entre les différents outils? Vous avez dû créer un logiciel supplémentaire, d'après ce que j'ai compris. Alors effectivement, des interfaçages entre logiciels, c'est une difficulté. Mais l'une des plus grosses difficultés du projet, c'est qu'on applique la méthode agile. Donc on essaye d'abord de répondre à la problématique du client. Et aucun cahier des charges ne peut définir d'entrée de jeu exactement ce qui est souhaité. Donc c'est les modifications, les adaptations par rapport au métier du client qui peut poser des difficultés et demande beaucoup de développement, d'attention et de rigueur. Ah, question. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. Au final, qui fait les contenus? Est-ce que c'est calqué sur ce que vous aviez en présentiel? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, des cours filmés? Enfin, comment vous procédez et qui fait ces contenus? Les contenus en fait sont faits par les formateurs, donc il peut y avoir des contenus qui sont pour certains calqués sur le présentiel, mais il y en a d'autres aussi qui sont réfléchis dans le cadre d'une utilisation un peu plus globale au sein de l'INPI. C'est-à-dire que par exemple, si on doit faire une formation sur la contrefaçon à Marseille, à Lille et à Paris, en fait il y a une personne qui va être désignée pour concevoir une ressource e-learning par exemple, qui pourra être réutilisée un peu partout. Donc ensuite, quand les personnes vont aller par exemple à l'EM Lyon pour faire une formation sur l'API, ils vont donner accès à cette ressource à l'ensemble des personnes de l'EM Lyon. Si à une école de chimie à Paris on fait la même chose, on va réutiliser la ressource, ce qui va éviter de faire certaines présentations en présentiel en fait. Ça permet de se focaliser aussi sur le présentiel, sur d'autres points, parce qu'une partie a été vue en e-learning. Ça veut dire que vos formateurs sont capables d'utiliser votre Crea Learning et de travailler directement? Oui, en fait, on a choisi Crea Learning parce que Crea Learning est réputé utilisable sans formation. C'est une solution qui est légère, qui n'a pas de complexité d'un point de vue mise en forme, etc., mais qui permet par contre d'être utilisée dans les 10 minutes qui suivent la prise en main. On a quand même fait un petit module e-learning de présentation des différents types de questions qu'on peut mettre dans une ressource e-learning, des différentes présentations, mais même sans ça, franchement,
c'est très très simple à utiliser, c'est du PowerPoint très allégé, avec la possibilité de mettre différents types de questions, mettre des textes intro, etc., des feedbacks positifs et négatifs sur chacune des questions qu'on pose, et c'est très simple à utiliser. On va s'en éloigner progressivement en fait. On est en début de la mutation de nos formations du présentiel vers du digital learning. Donc dans un premier temps, on va mettre certaines briques en e-learning, mais après on va distinguer les choses, on va proposer des contenus pour aller plus loin. Parce que certaines de nos formations notamment sont certifiantes, c'est-à-dire que les personnes ont des évaluations périodiques pour obtenir un certificat à la fin. Et dans ce cadre-là, on va leur proposer des exercices, des travaux collectifs qu'ils auront à faire en dehors des sessions présentielles. Oui, moi j'aurais une dernière question qui taraude Monsieur Bissot. Est-ce que vous êtes satisfait de l'accompagnement de l'EC2I et de la solution Trilearning qui est mise en place? Tout à fait, c'est une solution qui colle complètement à nos attentes. Je dirais que dans un premier temps, on a choisi cette solution parce que la réponse qui avait été faite à notre appel d'offres était la plus proche de l'expression de notre besoin, avec vraiment des spécificités qui nous intéressaient, notamment sur la signature électronique de convention qu'on aimerait mettre en place, que Logipro était la seule société à proposer. Ensuite, l'accompagnement au changement, on en est satisfait également parce que ça nous a permis, on avait une bonne idée de notre besoin, mais le rédiger de façon très précise, de manière à ne pas avoir d'ambiguïté lorsqu'on a des réponses et puis qu'on doit gérer le prestataire, était un élément aussi très important. Donc au final, on a une solution qui colle complètement à nos besoins, qui est très réactive en termes d'évolution parce qu'on n'arrête pas d'avoir de nouvelles idées. On est en train de changer par exemple notre mode de paiement des formations. Avant, payer au service, on est en train de passer sur un paiement beaucoup plus tôt dans le processus de formation. Il y a une grande réactivité aussi de la part de l'équipe Logipro, avec aussi une réactivité rapide dans la maison. Merci beaucoup de votre intervention. Je peux vous applaudir.